Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'auditorium Germaine Tillon. Et donc nous sommes dans ces rendez-vous du temps des archives que nous co-réalisons avec l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, et France Culture, avec la venue régulière d'Emmanuel Laurentin, que je dois excuser auparavant auprès d'eux parce qu'il a une émission spéciale demain matin et donc il doit partir impérativement à 19h40, puisqu'il reprend un train à 20h06 exactement. Et donc, mais on pourra continuer à discuter si besoin. Et donc nous avons le plaisir, l'immense honneur d'accueillir Henri Laurence, professeur au Collège de France, qui suit les questions égyptiennes depuis quelques années maintenant. Nous étions tout à l'heure dans l'exposition. Il a travaillé depuis longtemps sur l'expédition d'Égypte et sur tous ces sujets. Donc on est très, très heureux de l'avoir parmi nous pour relire ces images d'archives, puisque c'est le sens de ce projet du temps des archives, c'est d'apporter des éclairages sur des images d'archives. Et aujourd'hui, eh bien, un moment historique que je vais laisser Emmanuel Laurentin présenter. Bonne soirée. Bonsoir, et Thierry Fabre prendra le relais fort avantageusement pour la discussion avec vous tout à l'heure. Je devrais partir d'ici 1 heure, donc on va commencer tout de suite cette discussion. Donc c'était il y a 35 ans, c'était il y a un siècle en fait, en septembre 1978, étaient signés les accords de Camp David entre Menahem Begin et Anwar el-Sadat, et évidemment le président américain de l'époque, donc Jimmy Carter. Un moment historique qui va être au cœur donc, de notre discussion de ce soir avec Henri Laurence, professeur au Collège de France et grand spécialiste de ces questions, en particulier de toute l'histoire du Proche-Orient depuis au moins le XVIIIe siècle. Quelles sont les racines de ces accords de paix séparés, égypto-israéliens? Quand et comment ont commencé les démarches de rapprochement? Quelles ont été les réactions à ce processus de paix? C'est ce que nous allons voir, donc aidés comme à l'accoutumée par des archives audiovisuelles choisies dans le fond de l'Institut national de l'audiovisuel. Alors pour commencer, peut-être Henri Laurence, vous feriez commencer le processus qui a permis ces accords donc en 1978. À quelle date environ? Est-ce que c'est 1973, la guerre du Kippour? Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est après? 1967, la conférence de Khartoum, dont les gens n'avaient pas du tout compris le véritable sens, puisque en 1964, la Ligue des États arabes avait défini le programme politique qui était la libération de la Palestine. Donc ça voulait dire évidemment la suppression de l'État d'Israël, tandis qu'à Khartoum en 1er septembre 1967, le nouveau slogan, le mot d'ordre, c'est liquider les séquelles de l'agression, ce qui laisse ouvert la perspective d'un règlement politique, puisque ce que l'on demande, c'est le retour aux lignes du 4 juin 67 dans le jargon politique du Moyen-Orient. Et ce qui a permis à ce moment-là la rédaction de la résolution 242 du 22 novembre 1967. Texte est volontairement ambigu, évidemment, parce que c'est le métier des diplomates. Et dès lors, il y a eu tout un long travail d'exégèse de cette résolution 242. Alors, il y a eu, dès 1967, d'une part, une médiation de l'ONU, Gunnar Jarring, nommé médiateur de l'ONU, et puis, d'autre part, en 69-70, des discussions à 4, à France, Grande-Bretagne, États-Unis, Union soviétique, ou à 2, Union soviétique et États-Unis, qui était chargé en quelque sorte d'expliciter le texte de la résolution dans 142. Alors, ils ne sont pas arrivés à des accords, mais néanmoins, la rédaction, la réflexion est en marche. Et en 1973, les chefs d'État arabes qui sont engagés dans le conflit, donc essentiellement Hafez al-Assad et Anwar al-Sadat, font la guerre pour récupérer les territoires perdus
en 1967, parce qu'ils savent pertinemment qu'ils n'ont pas les moyens militaires, de toute façon, d'aller au-delà. Alors, l'ambiguïté de 73, c'est pensaient-ils qu'ils avaient les moyens militaires de reconquérir les territoires perdus, ou estimaient-ils que provoquer un conflit allait engendrer une nouvelle perspective diplomatique qui créait une dynamique favorable à la récupération des territoires. En ce sens-là, donc, dès la fin de la guerre d'octobre 1973, on prend deux décisions. Une théorique, qui est une conférence de paix sur le Moyen-Orient à Genève, qui ne se tiendra qu'une seule fois, au mois de décembre 1973, et d'autre part, la stratégie des petits pas d'Henry Kissinger, qui fait des navettes successives entre les principaux acteurs régionaux. Et alors, pourquoi la stratégie américaine marche? C'est parce qu'à ce moment-là, les États arabes ne sont pas encore prêts à faire le pas ultime, qui est la reconnaissance de l'État d'Israël. Donc, comme ils ne peuvent pas faire le pas ultime, ils doivent passer par un intermédiaire qui est celui des Américains. Alors, il faut peut-être là s'arrêter sur la personnalité de celui qui va faire un pas important, à savoir Anwar el-Sadat. Ce qui est intéressant, c'est quand on lit les mémoires de Kissinger, alors je ne sais si c'est une reconstruction a posteriori, il laisse entendre qu'il s'attendait à croiser un personnage un peu falot, un peu faible, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de personnalité, et qu'il a découvert en Anwar el-Sadat une personnalité très importante, un de ces grands hommes qu'on croise peu de fois dans sa vie, dit-il. Est-ce que c'est une reconstruction a posteriori, selon vous, quand Henry Kissinger écrit cela, ou est-ce qu'au bout du compte, effectivement, tout le monde est un peu surpris de l'épaisseur de ce personnage qu'on considérait auparavant comme moins important, évidemment, que son prédécesseur, à savoir Nasser? Jusqu'en 1970, Sadat apparaît comme un personnage un peu falot. Il est surnommé le colonel Bini Oui, qu'on dirait traduirait en français, qui suit les fluctuations successives du régime nassérien, donc il n'est pas... Il y en a des successions. Mais en même temps, il faut se rappeler qu'en 70, il est le dernier survivant des officiers libres. Tous les autres ont été éliminés par Nasser, ce qui prouve quand même une importante capacité de résilience, de manœuvre. Et ensuite, en 71, il élimine les nassériens de gauche pro-soviétique et installe son régime. Et surtout, il fait un choix fondamental, qui explique d'ailleurs Camp David, qui est que les Américains détiennent 99% des cartes pour le règlement de paix. Donc, il doit mettre l'Égypte sur les rails américains pour avoir la paix. Et en même temps, il le fait en changeant à la fois l'alliance géopolitique, c'est-à-dire passer de l'alliance soviétique à l'alliance américaine, et d'autre part, l'alliance sociale, puisqu'il va démanteler l'État socialiste nassérien. Et libéraliser l'économie. Libéraliser l'économie et même libéraliser la politique, puisque sous Nasser, on était sous un régime de parti unique et Sadat autorise la recréation de partis politiques. De tendance, oui, c'est ça. Non, mais d'abord de tendance, puis de partis politiques, même s'ils sont manipulés par le pouvoir. Il y a une ouverture politique. Il saisit déjà l'importance, au moins comme slogan, de l'état de droit par rapport à l'époque dictatoriale nassérienne. Donc il fait attention, mais évidemment, sa consécration, c'est 73, c'est le chef de guerre, celui qui rétablit l'honneur des Arabes. Dans la guerre du Kippour, dans la guerre d'octobre. La guerre d'octobre. Alors, donc, que se passe-t-il entre 73, de ce côté-là, justement du côté d'Anwar el-Sadat, entre 73 et 77 dans un premier temps, son voyage à Jérusalem, on va en voir un extrait dans un instant, et puis donc 78. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des tentatives, cette politique des petits pas, donc voulue par Henry Kissinger, qui va donc aller d'un côté sur l'autre, mais au bout d'un certain temps, l'administration de Nixon va disparaître après le scandale du Watergate. Comment ça se passe ensuite? Alors, il y a donc deux accords successifs, ce qu'on appelle Sinaï 1
et Sinaï II. Sinaï II permettant à l'Égypte de récupérer la région du canal de Suez, ce qui permet la réouverture du canal de Suez en juin 1975. Et puis il y a un accord sur le Golan qu'on appelle Golan 1, mais il n'y a jamais eu de Golan 2. Après Sinaï 2, la dynamique de progression est bloquée. Et quand Carter arrive au pouvoir, il inverse la donnée avec ses conseillers, c'est-à-dire qu'il cherche à réinaugurer la conférence de Genève. Et donc, la première année de la mandature de Carter sur la question du Proche-Orient, c'est la possibilité de rouvrir Genève, et Carter fait un ensemble de gestes qui peuvent paraître assez pro-arabes, et il a aussi compris, pour que Genève puisse fonctionner, il faut que l'Union soviétique soit d'accord. Il y a donc un communiqué américano-soviétique appelant à la conférence, à la réouverture de la conférence de Genève, et il y a une telle levée de boucliers aux États-Unis, évidemment les lobbies pro-israéliens, que pratiquement Carter est obligé d'abandonner cette possibilité-là. Ces possibilités-là, et surtout Sadat comprend que les Américains n'ont pas 99% des cartes, et qu'il faut donc qu'ils saisissent directement le jeu. Et donc, il y a des contacts qui sont pris à ce moment-là au Maroc entre Israéliens et Égyptiens. Et sur la base de ces contacts, il fait cette déclaration disant « Je suis prêt à aller à Jérusalem ». Alors, il y a beaucoup de missi dominici, beaucoup de gens qui tentent, dans ces années-là, entre 1973 et 1977, de faire quelque chose. J'étais à une conférence il y a quelques mois de cela qui évoquait les tentatives de son côté de Pierre Mendès France, qu'on retrouvera d'ailleurs lors du voyage de Sadat à Jérusalem, un peu par hasard, dit-on, à Jérusalem. Enfin, il croisera quand même Sadat et il ira le voir à cette occasion-là. Donc, il y a des tentatives qui sont un peu brouillonnes. Qu'est-ce qui décide Sadat de faire le geste le plus important, à savoir de dire « je vais à Jérusalem », alors qu'autour de lui, on lui déconseille fortement de le faire? Mais, si vous voulez, les experts qui, par définition, sont là pour se tromper, donc comme j'en suis un, j'accepte parfaitement la définition, avaient toujours expliqué qu'il y avait deux niveaux dans le règlement. Il y avait des contentieux territoriaux divers qu'il fallait régler, enfin même jusqu'à la possibilité éventuelle de la création d'un État palestinien. Et puis, il y avait une dimension psychologique. Tant que les Israéliens ne seraient pas rassurés, tant qu'il n'y aurait pas de reconnaissance arabe de l'État d'Israël, ils ne pourraient pas avoir une dynamique de paix. Et donc, Sadat escompte que, en faisant ce geste de reconnaissance en allant à Jérusalem, il créerait cette dynamique qui permettrait la récupération des territoires. Et c'est la surprise parce qu'il le fait en très peu de temps. En très peu de temps, il fait une déclaration au Parlement égyptien, mais personne ne la prend au sérieux, en disant je suis prêt à aller à Jérusalem, tout le monde dit c'est de la rhétorique encore. Et alors là, il est obligé d'insister par les canaux secrets via les Américains, disant non, je veux aller à Jérusalem. Alors les Israéliens sont complètement surpris, en particulier les services de renseignement israéliens qui n'ont rien vu venir, d'autant plus qu'ils n'avaient pas été au courant des contacts pris au Maroc dans les mois précédents. Donc c'est un affolement général, les Américains sont perdus. Ils préviennent Sadat en lui disant mais vous savez, les Israéliens, ils veulent conserver les territoires de toute façon. Donc, dans la pagaille générale, Sadat arrive à Jérusalem parce qu'il faut tout improviser. Voilà, et on improvise même la fanfare donc, militaire israélienne va improviser l'hymne égyptien parce qu'elle ne le connaît pas, évidemment. Ils ont été en guerre tellement souvent et depuis tellement longtemps qu'ils ne le connaissent pas. Ouais, donc, il faut faire des centaines de drapeaux égyptiens en 3 jours. Hein. Oui, parce que ça va se passer en 3 jours, effectivement. Et donc, c'est cette première archive, Sadat à Jérusalem, journal de 20 heures, que nous allons regarder tout de suite.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ces images que vous venez de voir, voilà des années et des années que le monde entier les attendait. Le président égyptien, M. Anwar el-Sadat, est depuis 50 minutes sur la terre d'Israël. Un certain espoir, vous le savez, est né de cette visite, celui de voir les armes se taire définitivement entre Israël et ses voisins. C'est un espoir qui est encore bien mince. Le président Sadat, dans le monde arabe, est seul. Aujourd'hui, son geste est désavoué partout. Il restera pourtant dans l'histoire comme ayant été le premier chef d'État arabe reçu officiellement en Israël. 20h à Tel Aviv, 19h à Paris. Voici donc le moment incroyable, l'instant impensable qui soulève au Proche-Orient et dans le monde entier une immense espérance. Beaucoup comme vous ont ce soir, au même instant, les yeux tournés vers cet avion aux couleurs de la République arabe d'Égypte, qui pour la première fois depuis l'existence de l'État d'Israël, pour la première fois depuis 30 ans, et malgré 4 guerres, amène sur la terre israélienne le chef de l'État égyptien, le représentant de l'ennemi héréditaire arabe. Voici donc le président Sadat qui va fouler le sol d'Israël, ce qu'il ne pensait sans doute jamais faire. Mais son audace, ses efforts personnels pour trouver un chemin vers la paix, sa volonté solitaire, aidée cependant par les pressions de la diplomatie américaine, et malgré l'opposition de la plupart de ses alliés arabes, l'ont amené jusqu'à ce qu'il appelait le bout du monde, c'est-à-dire Israël. Un formidable pari politique où se joue la paix au Proche-Orient et peut-être l'avenir personnel du président égyptien. Et pour preuve de bonne volonté, dans la cohue de journalistes et de personnalités politiques qui ont envahi la piste, le président Sadat serre la main du Premier ministre Begin et du président israélien Katzir. Et instant inoubliable, les soldats israéliens, ceux qui ont combattu dans le Golan et dans le Sinaï, vont jouer l'hymne égyptien qu'ils ont appris en 3 jours. Et voici le deuxième événement stupéfiant de cette arrivée de Sadat en Israël, le président égyptien écoutant l'hymne national israélien au garde à vous. Et on peut comprendre l'émotion du président égyptien passant en revue la garde d'honneur de l'armée israélienne. On peut le dire à présent, le président Sadat a gagné la première manche de son pari. Son accueil à Tel Aviv est un succès politique. Mais Sadat reste cet homme tranquille qui, malgré son voyage en Israël, ne semble redouter aucun coup d'État dans son pays. Avant de partir, il a pris ses précautions. Il est accompagné ici d'un général de l'armée égyptienne et il a écarté des postes importants de l'armée les derniers officiers de la tendance dure.
L'armée égyptienne est bien acquise à Sadat. La preuve aussi, le ministre égyptien de la guerre, le général Gamassi, a adressé au président égyptien un message de soutien total à son action avant qu'il ne parte pour Israël. Israël vit aujourd'hui dans l'euphorie la plus totale. Bien sûr, la radio et la télévision israéliennes ont transmis l'événement en direct, mais surtout tous les cinémas, les stades, les théâtres ont fermé leurs portes pour saluer l'arrivée du président égyptien. Plus de 2000 journalistes de tous les pays du monde sont sur place, même des journalistes arabes, en plus des Égyptiens, ont pu obtenir un visa d'entrée en Israël pour cet événement qui bouleverse toutes les données politiques au Proche-Orient. Et le président égyptien, comme tout chef d'État, prend un véritable bain de foule au milieu des personnalités israéliennes et égyptiennes qui se pressent pour lui serrer la main, sourire aux lèvres. L'atmosphère est détendue. Il y a là, parmi la foule, Mme Golda Meir, l'ancien Premier ministre israélien de la guerre du Kippour. Et les quelques privilégiés qui ont pu approcher applaudissent. L'événement a créé un véritable enthousiasme jamais vu en Israël. Dès ce soir, le président Sadat et Menahem Begin pourraient avoir un premier entretien en tête-à-tête à Jérusalem. Demain, après avoir prié à la mosquée El-Aqsa et s'être recueilli devant le mémorial des martyrs juifs, il prononcera un discours au Parlement israélien. Ce sera le sommet de cette visite. Il demandera sans doute la création d'un État palestinien, l'évacuation de la Cisjordanie, ce que M. Begin ne peut tolérer. Donc, les positions semblent aujourd'hui irréconciliables. Pourtant, un immense espoir est né que personne ne peut bafouer. Israël, qui a connu 30 ans de guerre, espère connaître ce soir sa première nuit de vraie paix. Et c'est dans la Cadillac blindée qui servit tant de fois à Henry Kissinger, explorateur de la paix, que le président Sadat se rend à Jérusalem, traversant d'est en ouest tout le territoire israélien. Voilà, alors beaucoup de choses dans ce reportage très fouillé de début de journal. Donc c'était en 1977, en l'occurrence, en novembre 1977. Beaucoup de choses, bon, évidemment des symboles, la passerelle Elal, quand on sait tous les attentats qu'il y a eu contre la compagnie israélienne dans ces années-là, les années qui ont précédé, qui s'adossent donc au Boeing de la compagnie égyptienne, mais aussi beaucoup de choses dans le commentaire de ceux qui parlent. On entend effectivement raconter la difficulté qu'il y a à faire un geste comme celui-ci, la position irréconciliable et la volonté de Menahem Begin de ne pas céder, en particulier sur la question des territoires. Donc tout est sur la table à ce moment-là, visiblement, Henri Laurence. On sait déjà que c'est une tentative qui a quelque chose d'un peu désespéré, mais néanmoins, lui, Anwar el-Sadat veut y croire, c'est ça? Ou qu'est-ce qu'il y a? Il y a la volonté de forcer le destin? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Oh, il y a une stratégie politique. D'une part, il a brûlé ses vaisseaux, puisque il ne peut pas retourner sur une alliance avec l'Union soviétique, mais en revanche, il sait que les Américains ne peuvent pas se permettre de perdre une seconde fois l'Égypte. Donc les négociations vont se diviser en plusieurs phases. La première va durer jusqu'au mois de janvier, que ce sont des négociations bilatérales égypto-israéliennes. Elles échouent justement sur l'antagonisme des positions, et puis Begin se montre particulièrement odieux, faisant la leçon aux Égyptiens, traitant le ministre égyptien des Affaires étrangères de jeune homme sous prétexte qu'il a 10 ans de moins que lui. Alors les Égyptiens se plaignent aux Américains, et les Américains leur disent, vous savez, il est comme ça tout le monde, avec tout le monde. Et donc, en janvier, Sadat ordonne à l'équipe égyptienne de faire ses valises et de rentrer chez elle. Elle suspend la négociation. Donc, on revient sur un schéma plus classique, c'est-à-dire une médiation américaine. C'est la fin du bilatéral. Et donc, pendant 6 mois, il y a des tentatives successives de la diplomatie américaine de renouer le dialogue, avec des entretiens en particulier en Grande-Bretagne. Et
on n'arrive pas à débloquer le jeu. Alors à ce moment-là, Carter utilise l'arme ultime, qui est la convocation des deux équipes de négociation à Camp David. Alors, avant de regarder cet extrait d'archives, donc des accords de Camp David, regardons notre extrait d'archives parce qu'il dit des choses sur l'ambiance. Donc, on ne sait pas si c'est du storytelling de ce moment-là. On n'appelait pas encore ça storytelling à cette époque-là, donc Henri Laurence, mais l'ambiance qui se veut volontairement détendue. C'est donc cette archive qui date du voyage à Jérusalem, donc d'Anwar el-Sadat, juste au moment de cette arrivée de son avion. Et il rencontre Golda Meir, qui était pourtant une ennemie donc très forte des nations arabes. Et surtout qui avait fait échouer la première tentative de négociation de Sadat en 1972. Voilà. Et donc les voilà en train de discuter côte à côte. C'est assez étonnant et on se demande quelle est la part de jeu entre l'un et l'autre dans cette archive. Enfin, un document émouvant ce matin à Jérusalem, autour d'une même table, Golda Meir et Anwar el-Sadat. Regardez. Le commencement que vous avez lancé avec tant de courage et avec un tel espoir de paix doit nous faire décider une chose. Nous devons continuer face à face entre vous et nous pour que même une vieille dame comme moi Vous m'avez toujours appelé une vieille dame, Monsieur le Président. Pour que nous puissions voir le jour de la paix. Je veux vivre ce jour-là, de paix entre vous et nous, de paix entre tous nos voisins et nous. Monsieur le Président, de la part d'une grand-mère à un grand-père, laissez-moi vous offrir un petit cadeau pour votre nouvelle petite fille et je vous remercie d'être venu. Alors, quand on sait combien ces deux personnages ont dû se détester dans les années qui ont précédé, on est un peu étonné, en l'occurrence, de cette complicité naissante. Et surtout, on se dit que ces images-là, diffusées dans le monde entier, en particulier dans le monde arabe, ont dû immédiatement, ce qui était déjà le cas avant même ce voyage, faire considérer que Sadat était un traître, en particulier à la cause palestinienne. Henri Laurence, quand on voit cela, il discute, et il rit aux blagues de Golda Meir, on doit dire à ce moment-là, voilà, il est passé de l'autre côté. Oui, bon, et comme aurait dit Michel Jobert dans un autre contexte, il se tutoie en anglais. Donc, ça fait partie de la propagande, mais ça fait partie aussi de la stratégie de Sadat, qui est de créer ce choc psychologique qui devrait permettre aux Israéliens de se sentir en sécurité et donc de renoncer aux territoires occupés. Et on se heurte dès ce jour-là à l'opposition intransigeante de Begin, pour qui la Palestine n'existe pas. Il refuse d'utiliser le mot Palestine en disant en hébreu moderne, le mot Palestine n'existe pas, ce qui existe c'est Eretz Israël, la terre d'Israël. Donc il peut parler des habitants arabes d'Eretz Israël, mais pas des Palestiniens. Et d'ailleurs, quand il va prier à la mosquée Al-Aqsa, donc quand Sadat va prier à la mosquée Al-Aqsa lors de son voyage à Jérusalem, il est accueilli par des Palestiniens qui lui disent Félestine, Félestine, qui lui rappellent effectivement qu'il y a là la Palestine et qu'il est peut-être en train de l'oublier en l'occurrence. Ouais, il ne l'oublie pas, mais pour lui, sa priorité absolue, c'est la récupération de la totalité du territoire national égyptien. C'est un nationaliste égyptien. C'est donc un nationaliste israélien qui parle à un nationaliste égyptien. Voilà, alors c'est là l'ambiguïté de la négociation jusqu'au bout. Begin est probablement prêt à abandonner la totalité du Sinaï, mais il va faire du forcing jusqu'au bout pour essayer d'en conserver un morceau. Et de toute façon, plus il tiendra ferme, plus les Américains seront obligés de payer l'évacuation du Sinaï, c'est-à-dire il faudra 3 milliards de dollars pour financer le départ d'Israël de la péninsule. Et d'autre part, dans la pensée de Begin, en quelque sorte,
abandonner le Sinaï correspondrait à la totalité de la résolution 242, donc il ne serait pas engagé sur la Cisjordanie. Et d'autre part, pour Sadat, évidemment, l'objectif primordial est la récupération du Sinaï, mais il lui faut un volet palestinien, sinon il apparaîtrait comme le traître absolu. Et c'est donc sur ce croisement, en quelque sorte, qu'a lieu la négociation. Alors, cette négociation aboutit donc en septembre 1978 à ces accords de Camp David. On regarde l'archive donc qui résume la signature de ces accords. Les voilà, après plus de 12 jours de négociations, les reclus de Camp David. Les voilà triomphants, tout heureux du bon tour qu'ils ont joué au monde, qui attendaient avec angoisse ce qui sortirait de leur retraite. Les voilà certains d'avoir obtenu ce qu'ils espéraient de ce sommet. C'est à Carter qui a réalisé son pari, jugé par tous, y compris par les siens presque impossible, que devait bien revenir l'honneur d'annoncer que Begin et Sadat allaient signer quelques instants plus tard un accord cadre pour la paix au Proche-Orient et un accord cadre pour la conclusion d'un traité de paix entre Israël et l'Égypte. We are privileged to witness tonight. Les noms l'indiquent, il ne s'agit pas exactement de la même chose dans les deux cas. Le cas le plus simple d'abord. Ce que Sadat avait dit qu'il ne ferait jamais, il s'est engagé hier à le réaliser dans moins de 3 mois. La signature d'un traité de paix, d'une paix séparée avec Israël. Le calendrier s'établit ainsi. Avant le 17 décembre de cette année, signature de la paix. Entre le 17 mars 79 et le 17 décembre 79, de 9 à 12 mois d'ici, premier retrait israélien d'une partie substantielle du Sinaï. Dès que ce premier retrait sera terminé, établissement de relations diplomatiques normales entre les deux pays. Enfin, l'évacuation du dernier soldat israélien du territoire égyptien devrait avoir lieu au plus tard 3 ans après la signature du traité de paix, c'est-à-dire le 17 décembre 1981. Un seul point de désaccord subsistait. Il faut, pour que tout cela se réalise, que le Parlement israélien d'ici 15 jours accepte de dissoudre les colonies de peuplement dans le Sinaï. Mais enfin, la paix est là, vraiment à portée de la main. La Cisjordanie, c'est plus compliqué. Une période intérimaire de 5 ans a été décidée. Pendant ce temps, il n'y aura pas de nouvelles colonies de peuplement sur la rive occidentale du Jourdain et les Palestiniens qui y vivent éliront leur propre assemblée, disposeront de l'autonomie pour l'administration de leurs affaires, tandis que les troupes israéliennes devront se retirer sur un certain nombre de places fortes. Les représentants élus des Palestiniens devraient participer aux négociations de paix qui s'engageraient alors entre eux, la Jordanie, l'Égypte d'un côté et Israël de l'autre pour déterminer ce que sera l'avenir de leur terre. C'est loin d'être l'autodétermination que réclamaient les Arabes et Sadat lui-même. Voilà ce qu'ils avaient annoncé, puis assigné Carter, Sadat, Begin, conscients qu'ils avaient fait l'histoire, heureux et scellant devant tous leur alliance. Voilà donc pour cette archive qui résume ces accords de Camp David avec les possibilités qui devraient suivre en l'occurrence. On voit bien qu'il y a là la volonté pour Sadat de récupérer le Sinaï, comme vous l'avez dit, Henri Laurence. On voit bien donc dans ce commentaire de Dominique Montberger quelques espoirs qui ne sont pas encore tout à fait à l'horizon, et en particulier cette phrase qui dit beaucoup de choses, la Cisjordanie, c'est plus compliqué. Oui, alors déjà, il faut dire que Camp David 1, puisque dans l'histoire on va l'appeler Camp David 1, par opposition à Camp David 2 en 2000 avec Barak, Arafat et Clinton, Camp David 1, c'est d'abord une réussite magistrale de Carter qui fait un énorme travail pour rapprocher les positions. Alors on joue en même temps sur les entourages. L'entourage de Sadat est plus ferme, entre guillemets, que Sadat lui-même, alors que l'entourage de Begin est plus mou que Begin. Donc on va jouer en permanence les uns les autres. Et surtout, Carter, magistralement, va mener la négociation à partir d'un texte. C'est-à-dire que le texte de l'accord cadre est rédigé par les Américains et à chaque avancée de la négociation, on modifie un paragraphe, un second paragraphe, etc. pour arriver. On aura comme ça 23
versions successives de l'accord cadre, avec le risque à chaque fois que ça claque. Vous avez des scènes dramatiques, Sadat dit j'en ai assez, je vais refaire mes valises, comme il l'avait déjà fait au mois de janvier, c'était crédible. Carter est obligé d'intervenir, et puis au dernier moment, dans l'épuisement général, parce qu'on négocie jour et nuit, hein, c'est du non-stop. Quand il y a l'intervention décisive, c'est celle d'Ariel Sharon, puisque l'entourage de Begin demande à Sharon, qui est à Jérusalem, de garantir l'évacuation des colonies du Sinaï. Et Sharon dit d'accord. Et ça va être fondamental, parce que si Sharon est d'accord pour l'évacuation des colonies du Sinaï, il n'y aura pas de grande opposition venant de la droite parlementaire israélienne. Donc à ce moment-là, Begin cède sur l'évacuation du Sinaï. Et dans la fatigue générale, il y a un quiproquo, un malentendu. Carter croit comprendre de Begin que dans la suite de la négociation sur la Cisjordanie, la colonisation juive sera suspendue. Ce que d'ailleurs dit votre commentaire. Alors que Begin prétendra qu'il n'a dit qu'il ne la suspendra que pour 3 mois. Et donc Carter après dira Begin m'a menti. Begin dit non, je n'ai jamais menti à Camp David, etc. De même, les questions de vocabulaire sont importantes. Dans le texte anglais, on dit Cisjordanie, West Bank. Dans le texte hébreu, on dit Judée-Samarie, parce qu'à chaque fois, le mot palestinien ne doit pas apparaître dans le texte en hébreu. Et du coup, d'ailleurs, la négociation n'est pas terminée, parce que le calendrier qui est énoncé dans la bande ne sera pas tenu. De nouveau, il y aura psychodrame, tension, réintervention américaine, voyage de Carter entre l'Égypte et Israël pour arriver au traité de Washington. Et là, il faut comprendre au moment du traité de Washington, donc pratiquement à l'été 79, le Proche-Orient est en train de se transformer radicalement. C'est la révolution iranienne de Téhéran, et toutes les cartes sont en train d'être bouleversées au Moyen-Orient, parce qu'une nouvelle force, pas une nouvelle force, elle existe depuis longtemps, mais elle apparaît pour la première fois, c'est l'islamisme politique. Avec la révolution iranienne, les islamistes ont la conviction, enfin la possibilité d'accéder au pouvoir, puisqu'ils sont accédés au pouvoir, et pratiquement tous les États arabes de la région entrent en guerre civile entre les islamistes et les nationalistes arabes. Alors, avant d'en venir à ce moment très important de 1979 avec vous, Henri Laurence, regardons successivement 2 types de réactions. On va les regarder l'une après l'autre. D'abord, la réaction aux accords de Camp David dans le monde arabe, et puis ensuite en Israël, avec ce que le journaliste de TF1 à l'époque appelle le rêve perdu des colons. Au président Carter les roses, à moi les épines. Ainsi pourrait-on résumer la pensée secrète de M. Vance, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères américain, qui a commencé aujourd'hui en Jordanie sa tournée d'explication des accords de Camp David. Sa mission apparaît d'autant plus difficile qu'avec une rapidité inaccoutumée, le roi Hussein a donc déjà fait savoir qu'il ne se sentait nullement engagé par ces accords. Plus grave encore, M. Vance doit rencontrer demain le roi Khaled d'Arabie Saoudite, qui lui aussi condamne donc les accords Sadat-Begin. Pourtant foncièrement pro-américain, le roi Khaled n'a semble-t-il pas admis le caractère strictement bilatéral de ces accords entre l'Égypte et Israël, pas plus qu'il n'accepte le non-règlement du statut de Jérusalem. Enfin, M. Vance finira son périple par Damas. Là, il est sûr de ne pas être accueilli à bras ouverts. D'ailleurs, son escale ne doit pas durer plus de 5 heures. Hostilité aussi à Beyrouth aujourd'hui, où les Palestiniens, obéissant à un mot d'ordre de grève générale contre les accords de Camp David, ont fermé leurs boutiques et manifesté dans les rues. Une autre opération ville morte était également organisée dans les territoires occupés de Cisjordanie.
Si la plupart des pays arabes sont mécontents, en Israël, tout ne va pas pour le mieux non plus, puisque l'armée a fait évacuer aujourd'hui un kibboutz sauvage qui s'était installé avant-hier près de Naplouse, en Cisjordanie. Par cette action, ces pionniers entendaient protester contre l'interdiction de nouvelles implantations de colonies juives dans tous les territoires occupés, décision prise à Camp David. Regardons ensuite la deuxième réaction à ces accords de Camp David. Donc là, c'est du côté israélien et le journaliste s'appelle François-Xavier Do. C'est donc le 27 septembre 1978. Les implantations en Cisjordanie. Ça n'a pas l'air de vouloir marcher. Bon, on continue la discussion, donc si ça ne marche pas. Donc, avec vous, Henri Laurent, ça marche, c'est parti. L'éventuelle évacuation des colonies israéliennes dans les territoires occupés en Égypte depuis 1967 est évidemment mal accueillie par les colons. Nous avons fait fleurir le désert et maintenant il faut partir. Tel est le thème des récriminations. Ainsi risque de finir un rêve, celui de la reconstitution du grand Israël du roi Salomon, mais surtout celui d'un Israël aux frontières, sinon sûres, du moins plus rassurantes pour ses habitants. Cela dit, quelques précisions. Les accords du camp David ne concernent évidemment qu'Israël et l'Égypte. Il n'est donc pas question pour les Israéliens d'évacuer leurs 27 colonies du Golan en territoire syrien et leurs 58 colonies de la rive occidentale du Jourdain en territoire jordanien. Dans ces territoires-là, l'implantation de nouveaux colons est simplement suspendue. Ce sont les 20 villages israéliens du Sinaï et du saillant de Rafia, ainsi que la petite ville de Yamit en territoire égyptien, qu'il est question d'évacuer. La date de l'évacuation n'est pas encore fixée. Les accords stipulent seulement qu'elle devra être terminée dans un délai de 3 ans. Ces colonies israéliennes se consacrent surtout à la culture des agrumes. Leurs habitants sont des paysans soldats et l'on y retrouvait l'état d'esprit de l'époque héroïque des premiers kibbutzim. Leur recasement ne posera sans doute pas de problème. Ils ne sont que 2000 et il reste encore des déserts à faire fleurir au Negev, voire en Galilée. Mais le vrai problème n'est pas l'abandon de quelques arpents de terre, c'est celui de l'abandon d'un rêve. Voilà donc ces deux archives datant de 1978 avec vous, Henri Laurence. Il y a quand même quelque chose, une question qui nous vient à l'esprit. Des États qui sont mécontents, on entend parler effectivement de la Syrie en particulier, mais qu'en est-il des Palestiniens? Est-ce qu'ils ne se sentent pas totalement abandonnés à ce moment-là, justement, dans cette période-là? D'abord, un petit commentaire. On est en pleine mythologie, par exemple. On parle de kibbutz. Bien sûr, les le rêve héroïque. Socialistes, c'est collectiviste. Il y a depuis longtemps qu'on ne crée plus de nouveaux kibbutz. Ces colonies israéliennes dans le Sinaï viennent des mouvements de la droite israélienne et non pas du tout de la gauche. Parce que, sioniste des débuts, en particulier. Parce que la gauche sioniste est complètement épuisée. Elle ne fournit plus de colons, sauf pour le Golan. Puisque la colonisation du Golan vient de la gauche israélienne, mais en Cisjordanie et dans le Sinaï et dans la bande de Gaza, c'est des mouvements de droite, voire d'extrême droite, souvent d'inspiration messianiste religieuse. C'est plus du tout les socialistes marxisants de l'époque du foyer national juif et des premières décennies de l'État d'Israël. En fait, sur le plan géopolitique, l'Arabie saoudite était prête à accepter un traité de paix israélo-arabe à condition de la libération de la totalité des territoires occupés, mais l'Arabie saoudite, surtout qu'elle est soumise maintenant à la pression de la révolution iranienne, ne peut vraiment pas soutenir le traité de Washington. Et donc, de ce point de vue. Alors, pour les Palestiniens, Sadat est le traître absolu, celui qui a fait passer les intérêts de l'Égypte avant les intérêts de la cause arabe.
Alors, de ce point de vue, évidemment, les tensions sont extrêmement fortes, d'autant plus que Sadat va jouer en Égypte même sur la carte d'un nationalisme assez xénophobe que nous avons retrouvé cet été en Égypte avec le général Sissi. Et de ce fait, on va pratiquement vomir les Palestiniens dans la presse égyptienne, les accuser de tous les maux, d'où c'est aussi cet adage arabe que les Arabes aiment la Palestine mais n'aiment pas les Palestiniens, ce qui n'est pas faux d'un certain point de vue. Et puis évidemment, le Moyen-Orient est toujours compliqué par définition, sinon je ne saurais pas de quoi vivre. Vous avez le fait qu'en parallèle se déroule la guerre du Liban, et qui affecte aussi le jeu des négociations. Et justement, dans le contexte de Camp David, vous avez le renversement des alliances au Liban, qui était en préparation depuis des mois, mais qui éclate au moment de Camp David et en liaison avec Camp David, alors qu'en 1976, l'armée syrienne était venue au secours des chrétiens et s'était battue contre les Palestiniens au Liban. En 1978, l'Alliance s'inverse, ce sont les chrétiens qui deviennent les ennemis de la Syrie, qui récupèrent l'alliance avec les Palestiniens et, entre guillemets, les forces progressistes libanaises. Évidemment, cela affecte, puisque, par exemple, en 1978, vous avez l'opération Litanie d'Israël qui avance jusqu'au Litanie, la résolution 425, la constitution de la zone de sécurité au Liban, et ainsi de suite. Donc il y a un camp du refus qui se construit, alors avec l'OLP bien évidemment, que Begin refuse de nommer. Enfin, pour lui, l'OLP, Arafat c'est Hitler, l'OLP c'est les SS, il le dit publiquement, parce qu'il vit dans l'univers de la Seconde Guerre mondiale et dans le vocabulaire de la Seconde Guerre mondiale. Alors vous avez une négociation qui va avoir lieu sur les Palestiniens, mais les Égyptiens font de toute façon profil bas une fois qu'il a obtenu le traité de Washington. Sadat n'a qu'une seule hantise, l'application stricte de ce traité. De ce traité. Donc ne rien faire qui puisse remettre en cause, et après son assassinat, en octobre 81, Moubarak, son successeur, suit strictement la même ligne, ne faire aucune provocation. De ce fait, vous avez 1 an et demi de discussion entre les délégations égyptiennes et israéliennes sur les territoires palestiniens, enfin que les Israéliens refusent d'appeler palestiniens, dans lequel, en fait, Israël propose ce qu'on appelle une autonomie de personne et non pas une autonomie de territoire. Les Palestiniens ont le droit de gérer leurs affaires, mais en gros, c'est des compétences municipales et ils n'auront aucun droit de souveraineté et aucun droit territoriaux. Et ça, au bout d'un certain temps, l'Égypte arrête en disant ça vaut plus le coup. Alors, il y avait quelque chose de très intéressant dans le premier commentaire qu'on a entendu, c'est-à-dire l'idée qu'il jouait son avenir personnel, le président égyptien, en se rendant à Jérusalem en 1977. On a évidemment beaucoup vu, on n'a pas pu les passer ici, mais le retour en Égypte de Sadat, retour triomphal, d'un Raïs qui emportait toujours à 99,94% les élections. C'était pas très étonnant à ce moment-là. Mais oui, mais à la fin, il engueulait les 0,5% qui n'avaient pas voté pour lui. Et ça, les Égyptiens ont commencé à dire notre président est en train de perdre la raison parce qu'il prend au sérieux les résultats des élections. Donc, il revient donc sous les vivants. Et donc, on a l'impression effectivement que le peuple égyptien, parce qu'il a gagné la paix, parce qu'il va récupérer le
Sinaï est derrière lui, mais néanmoins, il y a là les germes de ce qui va être la chute de Sadat, c'est-à-dire une opposition de plus en plus ferme, qui était déjà présente auparavant, en particulier une opposition de frères musulmans peut-être, mais qui était déjà présente et qu'il avait conduit en prison pour la plupart d'entre eux, donc qui va finir par remonter, qui va conduire à son assassinat, Henri Laurent. C'est ce qu'Eikad avait appelé l'automne de la colère en 81. Devant la montée des oppositions internes, il organise un vaste coup de filet qui frappe aussi bien l'opposition de gauche que l'opposition islamiste, y compris le pape copte qui s'est opposé, Shenouda, qui vient de mourir, Shenouda III, qui s'est opposé aux accords de Camp David et qui a interdit aux coptes de se rendre en pèlerinage à Jérusalem. Donc il a été traité de traître par Sadat. Et puis, bon, en un sens, il perd la boule puisqu'il croit aux résultats de ses propres élections. Mais en même temps, pour l'avenir des mondes arabes, je trouve que la mort de Sadat est une catastrophe parce que Sadat avait une dernière idée avant de mourir, qui était de prendre sa retraite politique. Oui, parce qu'il avait déjà laissé entendre qu'il ne serait pas candidat à sa propre succession. Et il avait décidé... Ce qui, dans cet univers-là, était assez rare à l'époque. C'était un cas unique. Il avait décidé qu'il ne se représenterait pas à la fin de son mandat et qu'il céderait le pouvoir à son vice-président Moubarak. Et s'il l'avait fait, ça aurait été peut-être un exemple très important pour l'ensemble des dictatures arabes qui étaient des dictateurs à vie, et de voir le plus important renoncer au pouvoir. Et ça, bon, de ce point de vue-là, son assassinat a été extrêmement négatif. Qu'est-ce qui a conduit, donc après son assassinat, qu'est-ce qui a conduit effectivement à ce que ce processus-là soit définitivement bloqué, pourrait-on dire, même si Moubarak reste dans le camp des Américains et encore soutenu par les Américains, et qu'au bout du compte, il n'y ait pas de relance d'un processus potentiel? Est-ce que la position israélienne de fermeté que l'on trouve en face donc, des Égyptiens est pour une grande part responsable de la non-relance de ce processus de paix? Qu'est-ce qui se passe? Le processus de paix continue. Il y a des étapes, des discours successifs, des strates successives. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Begin, dans les derniers mois, enfin, après 81, durcit sa politique, durcit la colonisation en Cisjordanie et surtout appelle Ariel Sharon au ministère de la Défense. Et à ce moment-là, l'idée est d'arriver à un règlement de la question palestinienne en éradiquant l'OLP, c'est-à-dire d'envahir le Liban pour détruire l'OLP. Et alors moi j'étais au Moyen-Orient à l'époque et je peux vous garantir que nous savions que l'offensive israélienne allait venir. En 1982. En 1982. C'était dans les discussions courantes. La question était de savoir si c'était avant ou après avril 82, parce que avril 82 était la dernière phase de l'évacuation du Sinaï. Et les Américains ont fait le maximum de pression pour que l'attaque israélienne sur le Liban n'ait lieu qu'après l'évacuation, donc début juin 1982. Et alors, dans le nouveau contexte de l'invasion israélienne du Liban, avec un autre président des États-Unis et un autre secrétaire d'État, c'est ce qu'on appelle le plan Reagan, qui est une modification des accords de Camp David. C'est pour ça que Israël n'en voudra pas, mais qui essaye de prendre au sérieux le volet palestinien de Camp David et de l'appliquer. Alors, le plan Reagan, il va s'effondrer en partie sur le fait que les Américains vont devenir à leur tour des acteurs de la guerre civile libanaise et arriver à une situation catastrophique où ils seront obligés d'évacuer. Avec les doubles attentats de septembre 83. Voilà, 83. Donc, ils seront un peu dégoûtés du Moyen-Orient, mais à ce moment-là, Arafat
chassé définitivement du Liban en 1983, quand il vécura à Tripoli sous protection de l'armée française, va se tourner vers la voie politique en faisant une alliance avec Moubarak et avec Hussein pour essayer de négocier avec les États-Unis sur la base du plan Reagan. Et là, ça va durer de 1983 à 1986 ou 87, des séries de négociations dans lesquelles l'OLP est présente sans être présente, dans lesquelles le roi Hussein est mandaté par l'OLP, et de l'autre côté, l'inévitable Shimon Peres que vous avez vu dans la bande. Il était en arrière-plan de la discussion avec Golda Meir. Va essayer de jouer son propre jeu dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale avec la droite israélienne. Et donc, le processus continue. Alors, d'un côté, évidemment, c'est un pas, mais on continue de travailler sur les textes. Si vous voulez. Ce processus de paix, ça peut être en quelque part une perpétuelle exégèse de la résolution 242. Ah oui, vous le faites remonter à la résolution 242, et à chaque fois, c'est comme un palimpseste, on retravaille dessus. On retravaille dessus, on regramme, et finalement, tous ces travaux allant de Camp David jusqu'au plan Reagan et toutes les transformations des années 80 donnera naissance aux accords d'Oslo. De ce point de vue-là. Mais surtout, c'est pour ça que l'histoire est ambiguë, parce que d'un côté, Sadat va être considéré comme un traître, mais de l'autre, il a obtenu ce qu'aucun autre chef d'État arabe a obtenu, c'est-à-dire le retour aux lignes du 4 juin 1967. Et à partir de ce moment-là, aucune autre force politique arabe ne pourra négocier que pour obtenir la même chose que Sadat. Et ça va expliquer dans les années 90 et 2000, l'an 2000 seulement, l'échec de la négociation israélo-syrienne, parce qu'au dernier moment, Barak va refuser de revenir à quelques centaines de mètres près sur les lignes du 4 juin 67 sur le Golan, et Camp David II échouera parce que là aussi, même si les Palestiniens savent très bien qu'ils ne peuvent pas obtenir le retour aux lignes du 4 juin 67, ils veulent avoir au minimum des échanges de territoire avec Israël qui leur donnerait l'équivalent des retours des lignes du 4 juin 1967, ce qui conduira en 2002 au sommet arabe de Beyrouth, qui est la dernière proposition, parce qu'on ne voit pas ce que les Arabes peuvent faire de plus, c'est de dire à Beyrouth, donc au plan de Beyrouth, de dire nous sommes prêts à une paix totale avec Israël contre un retrait total des territoires occupés. Alors, je disais en ouverture de cette discussion avec vous, Henri Laurence, c'était il y a 35 ans, mais c'était il y a un siècle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que même si vous nous dressez une généalogie très précise de ces événements qui, depuis 1967, vont jusqu'à aujourd'hui, que les données de 1977-1978 sont très différentes de celles que l'on connaît aujourd'hui. Vous avez bien mentionné effectivement l'arrivée de la révolution iranienne. Vous avez donc laissé entendre qu'il y avait un changement effectivement du côté de l'islamisme politique, et ça c'est une donnée profondément différente de celle qu'on connaissait dans ces années-là. C'est-à-dire qu'avant 1977-1978, même si c'était une des possibilités, il n'y avait pas encore eu la prise de pouvoir par un régime théocratique, qui était le régime iranien. Donc là, il y a une vraie différence, et ce qui fait que peut-être la situation d'aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on connaissait en 77-78. Oui, mais pas 79. Ah oui, pas 79. Non, mais je parle de oui, ce qu'on... Parce que justement, en 79, donc, le conseiller à la sécurité nationale de Carter, Brzezinski, a cette expression « Arc of Crisis » qui va de la Méditerranée jusqu'à l'Indonésie, qui est l'ensemble de ces mouvements islamistes qui éclatent un peu partout de façon armée dans le monde musulman. Et cette expression « arc » va rester durable, puisque nous l'utilisons encore aujourd'hui en parlant de l'arc chiite. C'est déjà ce que Brzezinski
décrit en 1979. Et d'autre part, Carter va prendre à la fin de son mandat, dans un contexte extrêmement difficile, la prise d'otages à l'ambassade américaine de Téhéran. Donc il va apparaître comme fait. Il prend toute une série de décisions fondamentales. La première, c'est l'arrêt du désarmement américain. C'est à partir de 1980 que les Américains réarment massivement. Et la seconde est la création d'un corps militaire de projection rapide à destination du Golfe, qui est donc créé en 1981 par Carter, qui deviendra le Central Command en 1985, et qui sera ce Central Command qui fera la guerre de 1990 et celle de 2003, plus l'Afghanistan, etc. Donc, toutes ces décisions sont prises en 1979, 1900. Donc bien avant l'arrivée de Ronald Reagan, qu'on crédite souvent de ce genre de décisions. Ah oui, Reagan n'a fait qu'amplifier les décisions prises par Carter. C'est pour ça que rétrospectivement, le mandat de Carter doit être réévalué. Réévalué parce qu'on s'aperçoit, un peu encore de façon tout à fait récente, les dernières décisions du mandat de George W. Bush annoncent toutes les décisions d'Obama. Il y a des continuités dans l'administration américaine qui sont tout à fait inattendues. Merci Henri Laurence donc de ce large tour d'horizon, comme on dit en diplomatie, des problèmes contemporains, en l'occurrence des problèmes du Proche-Orient. Donc merci, et donc je vous laisse avec Thierry Fabre qui a continué la discussion avec vous pendant que je m'éclipse tranquillement. Merci encore et merci à toutes et à tous. Bien. Emmanuel Laurentin est irremplaçable, mais comme c'est à vous qui allez avoir la parole pour éventuellement questionner Henri Laurence, je crois que c'est assez frappant de voir ces films, ces moments d'archives de la télévision française. Je pense que si on avait pris la télévision, d'autres télévisions du monde arabe, d'autres télévisions, ce serait peut-être sans doute assez différent. Donc j'imagine qu'à partir de cette lecture, cette remontée de l'histoire à partir des archives, que cela doit vous inspirer quelques remarques. Si je peux permettre un petit commentaire sur les images. Absolument. En 1978, ce sont des images essentiellement occidentales que nous voyons. Et en plus, vous avez entendu tous les commentaires qui les accompagnent. Et le sommet de la domination occidentale sur l'image au Moyen-Orient, c'est 1991 avec CNN qui donnera les images de ce que j'appelle la Seconde Guerre du Golfe. À partir de 1995, c'est l'arrivée des chaînes satellitaires arabes et d'Al Jazeera. Et à partir de ce moment-là, les Arabes prennent la possession de l'image. Et aujourd'hui, massivement, les images qui nous viennent du Moyen-Orient viennent des satellitaires arabes et non plus des chaînes occidentales. Et Internet, évidemment, les globes, les blogs et autres formes d'expression numérique qui changent le regard et les images que l'on peut avoir de cette région du monde. Si, quand j'étais sur le terrain en 1977, tout ce que nous pouvions capter, c'est ce qu'on appelait les périphériques du monde arabe. C'était Radio Monte Carlo au Liban, la BBC en arabe et Radio Israël en arabe. Aujourd'hui, n'importe où, vous avez 200, 300 chaînes à votre disposition qui vous diffusent. Le changement est immense. Bien, nous avons changé d'époque, donc si vous avez quelques remarques, questions, interrogations, elles sont évidemment les bienvenues. Monsieur, on va vous passer un micro. Non, je ne voyais pas bien. Oui, bonjour. Me semble avec nous. Peut-être une précision sur le rôle de l'Union soviétique dans toute cette période, qui n'a pas été évoquée par vous-même ou Emmanuel Laurentin. Quelle est leur attitude et quel est leur poids dans ces négociations?
Après l'échec de la déclaration américano-soviétique sur Genève, l'Union soviétique est en repli, et puis vous avez surtout dans les mois qui suivent la révolution iranienne, l'intervention militaire soviétique en Afghanistan, d'où le fait que nous verrons les États-Unis soutenir le djihad afghan contre l'Union soviétique. Il y a une photo que j'adore, que j'ai utilisée même parfois pas comme fond d'écran sur un de mes ordinateurs. C'est Reagan recevant des chefs djihadistes afghans au salon ovale et les traitant de freedom fighters, de combattants de la liberté. Alors la seule intervention massive soviétique, c'est au début des années 80, après l'invasion israélienne de Liban. L'Union soviétique d'Andropov réarme massivement la Syrie. Mais on arrive à 1985 et l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir et l'effacement du rôle des soviétiques. Il semble que l'année 79 soit vraiment, au fond, l'année charnière. Ah oui, moi je suis persuadé. C'est vraiment 79 là. Le top. Le top. Et à l'époque, on ne l'a pas vu comme d'habitude. Enfin, bon, on a été impressionné par la révolution iranienne, mais les configurations qui vont jusqu'à aujourd'hui se mettent en place en 1979. Votre remarque? N'hésitez pas. Oui, on va vous passer un micro. Alors, pour expliquer entre autres l'intervention soviétique en Afghanistan, l'Union soviétique a été traumatisée par le lâchage de l'Égypte par Sadat. Et donc, les soviétiques se sont jurés que jamais ça ne se reproduirait qu'un allié aussi proche de l'Union soviétique puisse renverser une alliance. Et comme ils soupçonnaient le gouvernement afghan de renverser l'alliance, ils sont intervenus militairement. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voudrais poser la question. Moi, j'ai grandi en Tunisie et j'ai souvent entendu dans certains discours de Bourguiba sur cet accord de 67. Et je ne me rappelle pas du tout sur quel accord, mais ce que je me rappelle, c'est que Bourguiba avait dit aux Palestiniens d'accepter l'accord, soit de 67, soit de 64. Je me trompe au niveau des dates, peut-être. Non, c'est au début des années 60. Voilà. C'est vers 64 ou 65. Bourguiba est allé faire une tournée au Proche-Orient dans laquelle il a dit « il faut que vous traitiez avec les Israéliens de la même façon que j'ai traité avec les Français. C'est-à-dire vous passez un accord et ensuite vous grignotez. » Et les locaux l'ont dit « Monsieur Bourguiba, vous comprenez rien à ce qu'est Israël. On ne pourra jamais les grignoter parce que quand ils ont pris quelque chose... ils le conservent et ils s'étendent encore plus. Les Israéliens, ce n'est pas une puissance coloniale en retrait comme la France, qui a de toute façon une métropole, etc. Donc il y avait une incompréhension entre Bourguiba et les proches orientaux sur ce sujet. Alors ensuite, en effet, la Tunisie s'est vantée d'avoir joué un rôle moteur dans l'idée d'une réconciliation, enfin d'une conciliation plutôt qu'une réconciliation entre Israël et les pays arabes, mais c'était largement factice. Ce qui n'est pas le cas dans l'histoire. Le Maroc a joué un rôle plus important, réel, sur le plan diplomatique, mais pas la Tunisie. Et puis il y a l'accueil des troupes de l'OLP après. Oui, à la demande des Américains. En 82, la Tunisie reçoit l'OLP sur son sol à la demande de Washington. Et sinon, ils n'auraient pas accepté. Mais bon, ça coûtait cher à la Tunisie. Ils ont même eu un raid aérien israélien en 85, je crois, contre le siège de l'ONP à Tunis. Une autre question? Vous savez tout des accords de Camp David et de ce moment clé
de l'histoire du Proche-Orient. Si oui, aujourd'hui, le souvenir est très ambigu sur Camp David, au sens où d'un côté, c'est considéré comme une trahison, une paix séparée, la rupture du concert politique arabe. On ne peut même pas parler d'unité arabe, mais enfin, en tout cas, d'un certain front commun arabe, qui était très ébranlé de toute façon, puisque les Arabes se faisaient la guerre par Libanais interposés durant la même période. Mais donc ça, c'est le côté négatif. Mais en même temps, encore une fois, Camp David, c'est le retrait sur les lignes du 4 juin 67, c'est-à-dire ce qui est la ligne de force essentielle pour tous les pays arabes. Et là, Sadat a créé le précédent. C'est pour ça que les Israéliens sont de très mauvaise foi quand ils disent qu'il faudrait qu'il y ait de nouveaux Sadat chez les Palestiniens ou chez les Syriens. Mais les Palestiniens et les Syriens ne demandent que ce que Sadat a obtenu à Camp David. Quelle est la lecture en Égypte aujourd'hui, après Camp David, je dirais, de ces accords? Comment est-ce que ça a une perception? Quelle est la perception historique un peu c'est ce qu'on a appelé une paix froide. De même, ensuite, quand il y a eu la paix avec la Jordanie, ça a été une paix froide, même assez glaciale, parce que de toute façon, ce qu'on peut appeler la société civile refuse tout contact avec les Israéliens. Et quand je parle de société civile, ce sont les syndicats, les ordres professionnels, etc. Si un journaliste arabe se rend faire un Égyptien ou Jordanien allait faire un reportage en Israël, il risquait d'être exclu de l'ordre des journalistes, de perdre de sa carte professionnelle. Donc... c'est ce qu'on appelle la normalisation. Alors, il y a une normalisation officielle, il y a des contacts de business entre des hommes d'affaires arabes et des hommes d'affaires israéliens. Il y a des parcs industriels qui sont menés en commun, mais pour les opinions publiques, elles ne suivent absolument pas. Et Moubarak avait compris dès le départ que Sadat avait été tué parce qu'il avait été trop loin dans un discours pro-occidental, et donc il fallait, entre guillemets, revenir aux fondamentaux d'un nationalisme arabe sur ces lieux. Donc, par exemple, Moubarak a toujours refusé de se rendre en Israël, sauf une exception, évidemment, pour les funérailles d'Yitzhak Rabin. Sinon, il a bien compris de Sadat qu'il ne fallait surtout pas aller à Jérusalem. Et donc, il n'y est jamais allé. Et nous terminerons là-dessus, mais il y a une archive pour donner un peu le climat de cette époque que propose Lina et Fabienne Verstraeten. Peut-être va nous en dire un mot. Mais on va la passer d'abord. John Travolta, lui, n'est pas encore entré dans la grande légende du cinéma, mais son arrivée hier à Deauville n'est pas passée inaperçue. Il a fallu une compagnie entière de CRS pour protéger la vedette de La fièvre du samedi soir et de Grise, son dernier film qui sort mercredi sur les écrans français. I don't know if I'm as aware of the impact it has made. Je ne suis pas certain de bien comprendre l'impact que j'ai. Because I'm not confronted with it every day. Parce que ça ne me traverse pas le chemin tous les jours. I go to work, je vais au travail, come home, and only when I come to openings et ce n'est que lorsque je viens des premières or travel do I get the full impact. Que je comprends l'impact. Est-ce que ça vous fait peur? On occasion. Parfois. Pouvez-vous nous indiquer des occasions où ça vous a fait peur? The opening in Los Angeles of the same film, Grease. La première de Grease à Los Angeles. It's pretty scary. You were afraid of personal injury? Yes. Vous avez eu peur qu'on vous fasse du mal physiquement? Oui. Madame? Acting. Que préférez-vous, chanter, danser ou jouer la comédie? Jouer la comédie.
Alors, pour la petite histoire, Ramin Gemayel, qui devient président du Liban en 1982, après l'assassinat de son frère, Bachir, avait été surnommé par les responsables américains Travolta. C'était le lien non prévu, mais donc on va avoir un peu comme ça une archive décalée pour la couleur d'une époque. Merci à vous, bonne soirée, merci à Henri Laurence de sa présentation.